Donc, bonjour les cinquièmes, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et donc nous allons reprendre le cours de SVT. Alors avant les vacances, on avait vu que, donc je vous rappelle, dans la transformation des aliments, et donc on avait vu que les aliments allaient passer dans le tube digestif et allaient subir des transformations qui peuvent être de deux types. Donc il y a des transformations qui sont plutôt mécaniques, je vous rappelle, donc par la mastication, par les dents, et par les contractions de l'estomac, et des transformations qui sont plutôt chimiques grâce au sucre digestif. Donc deux types de transformations, donc mécaniques par les dents et par les contractions de l'estomac, et des transformations chimiques par les sucs digestifs. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Et avant les vacances, on avait commencé à s'intéresser à comment les sucs digestifs agissent. C'était ça notre problématique. C'était comment les sucs digestifs transforment les aliments en nutriments. C'était ça notre problématique. Et je vous avais demandé de faire une petite expérience. Donc, je vous avais demandé de mettre du pain dans votre bouche. Alors je vous rappelle, le pain, c'est ce que vous avez vu en 6e. C'est composé de quoi? C'est composé de farine de blé, d'eau et de sel. C'est tout. Il n'y a que ça dans le pain. Et donc, la farine de blé, c'est quoi? C'est un seul et unique aliment, c'est de l'amidon. Donc du pain, en gros, c'est de l'amidon, de l'eau, du sel. Donc, quand on met un morceau de pain dans notre bouche, ce qu'on avait expliqué là avant les vacances, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître un goût sucré. Et on s'était demandé d'où vient ce goût sucré. Donc, ici, je fais un petit schéma. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement, l'essentiel du pain, c'est ça, c'est de l'amidon. C'est quoi l'amidon? C'est un sucre. C'est un sucre, mais qui n'a pas de goût sucré. C'est un sucre non sucré. Tous les sucres ne sont pas sucrés. Par exemple, je sais pas, vous prenez des pâtes, vous savez, c'est des sucres. On dit souvent que les pâtes c'est sucre lent. C'est pas sucré. C'est pas forcément parce que c'est un sucre que c'est sucré. Donc l'amidon est un sucre non sucré. Au bout d'un moment, on a apparition d'un quelque chose de sucré dans la bouche. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on a eu une transformation. L'amidon a dû se transformer en quelque chose de sucré. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que notre amidon s'est transformé en un sucre sucré. Ce sucre sucré, on l'appelle le glucose. Ça, c'est un sucre qui a un goût sucré, que nous, on ressent comme sucré. Sucre avec un goût sucré. Donc ça, c'est une hypothèse. On peut faire l'hypothèse que dans notre bouche, l'amidon s'est transformé en glucose. Encore faut-il le prouver. Et je vous avais dit que ça devait être votre travail pendant les vacances, c'est d'essayer de voir, de prouver que l'amidon s'est bien transformé en glucose. Alors pour ce faire, vous deviez analyser des petites expériences. Alors je vous rappelle les expériences. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend des gnocchis. Des gnocchis, c'est quoi? C'est essentiellement de la pomme de terre et du blé. C'est ça les gnocchis. C'est composé de pommes de terre et de blé. En gros, c'est composé uniquement d'amidon. Aussi bien la pomme de terre que le blé, c'est de l'amidon. Donc les gnocchis, c'est que de l'amidon. Donc en fait, on va digérer notre amidon selon plusieurs conditions. Donc je vous relis un peu la consigne importante, donc je vais la relire. On cherche à déterminer les conditions physico-chimiques convenables pour la digestion d'un aliment. Le gnocchi, composé d'un seul type de glucide, l'amidon. Donc glucide, c'est un sucre, c'est pareil. Pour cela, on fait digérer cet aliment par une enzyme spécifique, l'amylase, selon différentes conditions. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore expliqué ce qu'était une enzyme, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse enzyme? Donc, on avait plusieurs conditions. Tube A, un gnocchi entier plus eau. Tube B, un gnocchi coupé en petits morceaux plus eau. Tube C, amylase plus eau. Tube D, gnocchi entier plus amylase plus eau. Gnocchi coupé en petits morceaux. Tube E, gnocchi coupé en petits morceaux plus amylase plus eau. On met tous ces tubes à 37 degrés et à chaque fois on teste s'il y a ou non du glucose grâce à des blancs de test. Voilà ce qu'on a fait comme expérience. Alors, donc je vous demandais d'interpréter ces résultats d'expérience.
Alors, des petits points de rappel. Donc ça, c'est la même méthodologie qu'on voit depuis le début de l'année. Donc dans un premier temps, on va décrire les expériences réalisées. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme expérience réalisée? C'était ça. Donc vous pouviez paraphraser le protocole. Ensuite, on va décrire les résultats de nos expériences. Alors, j'ai vu que beaucoup s'étaient lancés dans une description de l'aspect des gnocchis. Ce qui était le plus important, en fait, on s'en fiche un peu de l'aspect des gnocchis. Ce qui était important, c'était surtout de décrire la couleur des bandelettes. C'est ça qui était important comme résultat. Donc là, je décris mes résultats. Je vois en fait que au début de l'expérience, toutes les bandelettes sont jaunes. Et à la fin de l'expérience, c'est ça qu'il fallait voir, on a 3 bandelettes qui sont jaunes et 2 bandelettes qui sont vertes. Donc les 3 premières bandelettes, A, B, C, sont toujours jaunes. Et les bandelettes D et E, des expériences D et E, sont vertes. Qu'est-ce que ça signifie? On regarde ce que ça signifie sur notre flacon. Ça, c'est le flacon de nos bornes de test. Ça, on aurait pu le faire en classe, mais là, comme on est en confinement, on n'a pas pu le faire. Donc, on regarde sur la boîte des bandelettes. On voit qu'en fait, quand c'est jaune, c'est négatif, et quand c'est vert, c'est positif. Donc là, qu'est-ce qu'on en conclut? Dans les tubes D et E, on a eu apparition de glucose, alors qu'il n'y a pas de glucose dans les tubes A, B, C. Et là, c'est le moment important. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors là voilà, c'est toujours un peu un problème, c'est que certaines ne répondent pas vraiment aux problèmes posés. C'est quoi qu'on se pose comme question? En fait, si on relit la consigne, on s'intéresse aux conditions pour digérer notre gnocchi. C'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il faut pour digérer le gnocchi? Et en fait, on voit que les deux tubes où le gnocchi a été digéré, en fait, c'est le tube D et E. Donc, si on répond au problème, pour digérer le gnocchi, en fait, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'on ait un gnocchi et l'amylase. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça qui permet la digestion du gnocchi, c'est cette fameuse amylase. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans nos tubes? C'est ça qu'il fallait comprendre, c'est que l'amylase, en fait, a transformé l'amidon en glucose. Voilà ce qu'il fallait conclure. Et c'est pour ça qu'on a eu apparition de glucose. Dans les tubes D et E, l'amylase a pu transformer l'amidon en glucose. Donc notre gnocchi a pu être digéré. C'est cette enzyme qui a permis la digestion du gnocchi. Alors que dans les autres tubes, sans amylase ou sans gnocchi, on n'a pas eu de digestion. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. L'amylase a transformé l'amidon en glucose. Et c'est ce qui se produit dans notre bouche. Car si on regarde ce petit schéma dans le document 2, on voit qu'en fait, on a donc dans notre bouche, on a un suc digestif qu'on appelle la salive. Et cette salive, en fait, contient une enzyme qu'on appelle l'amylase. Et c'est pour ça que dans notre bouche, quand on met un morceau de pain, l'amidon du morceau de pain va se transformer en glucose. C'est ce qui se passe dans notre bouche. Donc cette amylase, elle est capable de transformer l'amidon en glucose. Voilà ce que nous permet de montrer cette expérience. Et après, vous deviez étudier aussi le document 3 pour mieux comprendre le rôle des enzymes. Alors comment ça marche une enzyme? C'est comme des petits ciseaux. Ça va couper nos aliments en petits morceaux et ça va faire des nutriments. Et la deuxième chose intéressante dans ce document, c'est qu'on voit qu'on a des enzymes qui sont spécifiques. On a par exemple des protéases qui vont couper les protéines, ce qui fait des acides amidés. On a l'amylase qui coupe l'amidon et qui fait du glucose. On a des lipases qui coupent les lipides et ça fait des acides gras et du glycérol. Donc on a une spécificité. Voilà, l'amylase ne coupe que l'amidon. Ça, c'est aussi des petites erreurs que j'ai vues parfois dans vos cahiers. Voilà à peu près pour cet exercice. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas le lire en détail, je l'ai fait à l'oral. Je vous ai mis un petit document de correction. Je vais quand même vous le montrer. Ça s'appelle 5e 1, 5e 3 correction. Donc voilà, alors je vous rappelle la méthodologie. Donc, je décris mes expériences réalisées. Bon, vous pouviez là, j'ai juste recopié le document, vous pouviez peut-être être un peu plus rapide. Après, c'était plus intéressant, je décris les résultats. On voit que les tubes D et E les bandelettes thèse des tubes D et E sont vertes. Donc, on a présence de glucose.
alors que les autres sont jaunes, donc il n'y a pas de glucose. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est ça qui est important. L'amidon se transforme en glucose en présence d'amylase, qui est une enzyme. L'amylase digère donc l'amidon. Ok. Et ensuite, pour le document 3, on peut dire que les enzymes en fait sont capables de transformer les aliments en les découpant. C'est ça une enzyme. Donc si on se résume, on va pouvoir faire un petit bilan à partir de ça. Donc on a... Je vais vous projeter le bilan. Hop. À partir de... Alors. Donc si on se résume, on a donc des sucs digestifs qui vont contenir des enzymes. Et ces enzymes vont pouvoir... Donc dans les sucs digestifs, on a des molécules, on a des enzymes. Et ces enzymes sont capables de transformer les aliments en nutriments. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, je vous lis le bilan. Certains organes de l'appareil digestif, bouche, les glandes salivaires, l'estomac, l'intestin grêle et le pancréas libèrent des sucs digestifs qui contiennent des enzymes. Sous l'action des enzymes, les constituants des aliments subissent une transformation chimique. Les aliments sont alors transformés en nutriments. C'est le cas de l'amidon, aliment qui est transformé en nutriments. Donc voilà comment agissent les sucs digestifs. Ils contiennent des enzymes qui vont avoir la capacité de découper les aliments en nutriments. Voilà ce qu'il faut retenir pour ça. Donc c'est à peu près tout pour ce chapitre. Alors nous allons changer de chapitre. Alors, tac. Donc nouveau chapitre. Hein, donc tout ça, vous recopiez bien le bilan. Et on change de chapitre. Alors, je ne sais jamais où c'est le diaporama. Bon, là, elle va mettre en plein écran, c'est pas très grave. Donc, on change de chapitre. Alors, je vous avais mis une petite photo pour introduire ce chapitre. Donc, c'est un monsieur qui est en train de faire un effort physique. Et en fait, donc là, on va s'intéresser en fait aux besoins des organes. Donc, quand on effectue un effort physique, qu'est-ce qu'il va falloir apporter à nos organes pour effectuer cet effort? Donc, vous imaginez ce coureur, enfin ce perchiste, enfin c'est quelqu'un qui fait du saut à la perche. Qu'est-ce qu'il a besoin pour faire fonctionner ses organes? Qu'est-ce qu'il faut leur apporter? C'est ça la question qu'on va se poser dans ce chapitre. Donc, ça fera l'objet d'un 4e chapitre. Chapitre 4, nutrition animale et fonctionnement des organes. Et donc, on va noter la problématique du chapitre. Quels sont les besoins des organes pour fonctionner? Comment l'organisme s'approvisionne-t-il en ses besoins? Donc, un peu comme on avait fait pour les plantes, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut apporter aux organes pour qu'ils fonctionnent et comment l'organisme va pouvoir aller chercher ses besoins. Comment on va pouvoir s'approvisionner, comment l'organisme va pouvoir récupérer ce dont il a besoin. C'est ça nos deux grandes questions pour ce nouveau chapitre. Alors, hop. Donc, on va noter un grand 1, les besoins des organes pour fonctionner. Et une première problématique, quels sont les besoins des organes pour fonctionner? Donc, d'abord, on va donc voir quels sont les besoins des organes. Et dans un deuxième temps, comment on fait pour lui apporter ses besoins? Voilà, nos grandes questions. Alors, donc, une première hypothèse qu'on peut faire, là on vient de faire tout un chapitre sur la digestion. Donc on a vu, c'était un peu une des premières choses qu'on a vu dans ce chapitre sur la digestion. On a vu que donc, nous mangeons, ça va créer des nutriments. Et on a vu, c'est la première chose qu'on disait à la fin de l'activité 1, c'est que ces nutriments permettent d'apporter de l'énergie qui vont... Enfin, d'apporter de l'énergie pour faire fonctionner nos organes. C'est un peu ce qu'on disait dans l'activité 1. Donc une des premières hypothèses qu'on peut faire, c'est donc que nos organes ont besoin de nutriments pour fonctionner. Ça, c'est une première hypothèse. On peut essayer d'aller vérifier ça. Donc,
Alors, tac. Alors, donc, ça va faire l'objet d'une première activité. Donc, je vous lis la consigne. Afin de connaître quels sont les besoins des organes des élèves de 5e, émettre l'hypothèse suivante. Les organes ont besoin de nutriments pour fonctionner. Pour tester cette hypothèse, il mesure la quantité de glucose, nutriments, présence dans un muscle lors d'un effort musculaire. Donc, on va donc mesurer le glucose dans un muscle. Alors, je vous demande, à partir du document, construit un graphique représentant l'évolution de la quantité de glucose présent dans le muscle en fonction du temps. À l'aide du graphique construit, dit si l'hypothèse des élèves est validée et explique pourquoi. Donc, je vous demande de construire ce petit graphique et de dire si ça valide ou ça invalide notre hypothèse. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir et on fait une correction de ça la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.